Donc papa, on arrive dans ce grand salon. Là il y a plein de domaines, il y a plein de stands, il y a plein de vignerons. Je pense qu'il y en a à peu près une cinquantaine. Ouais, c'est ça. Moi j'ai aucune idée de où je dois aller, quoi. J'en sais rien, quoi. Donc qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis en premier pour savoir où te diriger? Alors, la première chose, c'est de prendre connaissance du plan proposé à l'entrée, comme dans n'importe quel salon logiquement. Retrouver sur ce plan la possibilité de s'orienter soit vers une région, soit vers un domaine connu. Et en général, il y a des domaines phares, il y a des stars. S'ils sont à ce salon, tant qu'à faire, autant aller voir les vedettes. Les vedettes, alors, parce qu'il y en a quand même. Moi, je connais aucun domaine ici, donc je connais pas forcément mes goûts et ce que je vais pouvoir y trouver. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais le tour de tous les stands. Les vignerons, ils vont mettre en avant la qualité de leur dernière vendange, de leur dernière mise en bouteille. Et à partir de là, ils vont pouvoir en parler. Évidemment, les premières questions, c'est fondamental. Est-ce qu'on achète du vin pour soi-même, pour ses papilles, ou est-ce qu'on achète du vin pour partager avec les amis, la famille, etc. Voilà. Okay. On va se diriger sur cette table-là, si tu veux. Ouais. Il y a différentes régions. Bonjour, mademoiselle. Domaine Éric de Surémin, château de Montély. Donc là, concrètement, moi, quand j'arrive sur ce stand, j'y connais rien. Ouais. C'est quoi les premières choses que tu te dis et les premières actions que tu vas pouvoir faire ou questions à poser? Que l'on soit dans un salon ou que l'on soit face à un public intéressé par la connaissance des vins, c'est de parler de la région, quoi. Et donc là, on a un très bel exemple de grande région viticole. La première remarque sur cette région, sa situation géographique, c'est lié aussi à un climat. Et comme nous sommes en Bourgogne dans un climat, on va dire, semi-continental, les équilibres de dégustation ne sont pas les mêmes que les vignobles de région méditerranéenne ou de région atlantique. Là j'arrive, je vois qu'il y a plusieurs bouteilles. C'est quelque chose qui m'est arrivé hier, j'ai été déguster à un stand un peu au hasard. Et en fait il y avait plusieurs millésimes, je crois, sur les 8 dernières années. J'ai commencé par hasard par le 2020, il me semble, de mémoire. Ouais. Et après j'ai demandé une autre bouteille qui s'avérait être un 2016, si je dis pas de bêtises. Et le vigneron m'a dit, pourquoi tu commences par les 2020? Ouais. Commence dans l'ordre. Et en fait moi du coup j'avais jamais entendu ça. Pour quelle raison commencer dans l'ordre des années? Je veux dire, la plus ancienne qui est présente sur table est remontée jusqu'à la plus récente. Le vigneron qui peut te présenter différents millésimes, c'est en général qu'il a une surface en vigne assez limitée. Et dans un salon, n'ayant pas la possibilité de proposer 5 ou 6 vins différents en dégustation locale, géographique, voire même parcellaire de provenance des raisins, il va donc proposer forcément des millésimes plus jeunes et moins jeunes, donc plus anciens, pour montrer l'étendue de son travail et la façon dont évolue le vin avec le temps. Pourquoi commencer par un millésime jeune, terminer par un plus ancien? Parce que le millésime jeune va donner beaucoup plus d'expression fruitée, de fraîcheur du raisin cueilli, alors que le millésime ancien aura évolué dans son appréciation aromatique. Qu'est-ce que je peux poser comme question aux vignerons sur les bouteilles qui sont présentes? Il faut savoir que chaque village de Bourgogne va mettre en évidence sur étiquette la provenance des raisins uniquement de ce village-là et pas du village voisin. Donc c'est des étiquettes différentes. Tu goûtes le vin et tu sais que les raisins ne proviennent pas du village voisin, ils proviennent du village identifié. On appelle ça une appellation d'origine. Moi je trouve que c'est important, c'est nous en tant que vignerons d'aiguiller aussi la personne qui vient sur le stand. Il faut que le client, quand il arrive sur le stand, il se recible plus précisément déjà sur les terroirs qu'on a. Donc à nous de mettre aussi des cartes, de savoir où se situe l'appellation. Alors je dis ça et en plus la mienne elle est cachée. Et après à nous d'aiguiller le client. Est-ce que vous voulez faire la gamme complète? Est-ce que la personne elle est en train de faire tous les blancs sur tous les stands et elle reviendra faire tous les rouges? Est-ce qu'elle préfère commencer par les rouges ou les blancs? Nous on présente un ordre qui pour nous semble le plus judicieux à la dégustation. Je viens de me rendre compte que j'ai avalé sans... parce que j'aime bien, j'ai avalé sans m'en rendre compte. Si je fais ça toute la journée, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe forcément au bout de 4 ou 5 dégustations, même si c'est en petite quantité? Tu vas commencer un petit peu à fatiguer. Du coup, je t'ai pas dit, mais c'est pour ça qu'il faut avoir les petits crachoirs qui sont à disposition. Okay. Donc ça c'était intéressant, ça répond à pas mal de questions. Là moi je me pose la question toujours en tant que novice quoi. Ouais. Comment je vais pouvoir interpréter les différents prix que je vais pouvoir voir? Est-ce qu'un vin plus cher est gage de qualité? Oui, non. Chaque année, on a un gros point d'interrogation, c'est la quantité obtenue de raisin. Même si elle est, calibrée par rapport à la façon de tailler la vigne, il faut maîtriser cette vigne. Donc on a une logique de taille qui fait qu'on peut avoir un nombre de bourgeons
voulu, attendu, mais Dame Nature ne partage pas forcément ça. Et on a des années qui sont moins productives et d'autres davantage. Et puis au départ, quelle est la taille du vignoble? Plus c'est grand, bien sûr, plus c'est lourd d'investissement, de masse salariale, etc. Mais néanmoins, on peut résister aux aléas climatiques, quoi. Ouais, faut se mettre aussi à la place d'un domaine avec toutes les charges qu'il va avoir. On va poser la question à un jeune vigneron dynamique, mais qui a une particularité, c'est d'avoir un nombre de parcelles à gérer impressionnante. Alors la surface du vignoble, ça va être en exploitation d'un hectare, une bonne trentaine de parcelles. Historiquement en Alsace, on a ces schémas assez morcelés sur un produit standard. Vous retrouvez en concurrence avec pas mal de monde. Et le dernier argument en général sur un standard, c'est le prix. C'est le dernier et c'est le seul. Plus il y a de process, notamment, et plus les coûts de process, que ce soit les laits, que ce soit le gasoil, que ce soit le personnel, sont importants dans la part d'une bouteille comparé à la part du raisin, et ben, le moins vous êtes performant. Le moins c'est en plus intéressant pour le client parce que son rapport qualité-prix baisse énormément. Ça coûte très cher de produire de ces manières-là. Et donc, par la force des choses, je trouve qu'on revient quand même à se poser des questions qui étaient vachement intelligentes de se poser, c'est-à-dire la diminution des process et qui au final n'est pas du tout liée à une baisse de qualité. L'idée c'est de faire ce que le village sait faire et de se retrouver à la fin dans une bouteille où il y a une part très importante de produits agricoles. C'est-à-dire que dans la bouteille, en termes de coût, il y a du raisin. Une bouteille, un bouchon, une étiquette, un peu de process, mais très très peu. Qu'est-ce que je vais pouvoir me dire sur une bouteille qui est au prix le plus bas, au milieu ou plus cher? Comment tu me conseilles de réfléchir en fait? Eh ben, je te déconseille déjà de réfléchir par rapport à un prix. Parce que, par exemple, moi j'arrive à produire des 30, des 40 hectares, mais en faisant 4 passages de tracteur de toute l'année, pas d'apport, etc. Et j'arrive à sortir ça au caveau à 12,50 €. Le prix, ça me paraît être un des indicateurs les plus mauvais. Papa, là je viens de goûter un rouge de Cahors, domaine Causse Maisonneuve. Il m'a bien plu. Comment je réfléchis? Est-ce que je vais en prendre une ou deux? Est-ce que je vais en prendre plus? Quelle est la réflexion que je dois avoir par rapport à ça? Alors bien sûr, il y a la question de budget. Si je viens dans ce salon, est-ce que j'ai les moyens de faire la dépense qui correspond à tel ou tel domaine dont j'ai entendu parler? Donc ça on peut le savoir à l'avance. Si vraiment il y a une référence coup de cœur, ou mieux encore si on hésite entre 2 ou 3 références, c'est là où on prend en compte les différences de valeur. Et donc dans ce cas-là, la destination d'une première bouteille que j'ouvrirai facilement dès que j'ai un pote qui vient chez moi, ça sera le prix le plus abordable. Et donc dans ce cas-là, il faut un carton de 12 quoi. Il faut un carton de 12 parce que il y a des chances que j'en consomme régulièrement. Alors pas tous les jours, mais peut-être tous les dimanches quoi. Et puis, il y a le deuxième niveau qui était sympa, mais le problème c'est qu'il y a un petit écart de prix. Et bien tout simplement, je vais peut-être plutôt en prendre 6 de celui-là, une fois sur deux, ou avec un public un petit peu mieux connaisseur, je vais dire je vais servir le deuxième, je vais pas servir le premier. J'en ai 6, ça va. Et puis il y a la troisième bouteille. Et là tu dis, waouh, ce truc était impressionnant. Ouais, mais le prix est impressionnant aussi quoi. Dans ce cas-là, en acheter qu'une, c'est pas le truc à faire, même si ça coûte très cher parce qu'on va jamais oser la déboucher. Ça coûte 60 €, admettons la bouteille, c'est beaucoup. Elle est dans ma cave, quoi, et dans le casier, elle est là. Ouais, mais si je la débouche, j'en ai plus après quoi. Dans ce cas-là, le grand vin exceptionnel, il en faut 3 quoi. Tu te dis, celui-là, il faut que je le revoie plus tard. Et donc, conserver la bouteille quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sous les conseils du vigneron ou de la vigneronne, mais si tu n'en as qu'une, c'est pas la peine, donc il en faut 3 quoi. Tu vas la goûter, dès que tu auras ton pote le plus connaisseur, le plus qualifié, qui se la pète souvent et lui dire « Viens, je vais te faire goûter ça, puis toi, t'as rien. » Mais là, tu l'as, celle-là, la bouteille. Et tu vas lui sortir, mais faudra conditionner. Donc voilà, 3 bouteilles. Donc 12, 6, 3. Et en général, le vigneron qui fait bien son boulot, il mise justement sur cette approche immédiate, facile, et le renouvellement des achats. Donc le renouvellement de la consommation, le renouvellement du plaisir. Si ce vin m'a fait plaisir, comment vous m'encouragez à réfléchir pour en prendre beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce qu'elle se conserve? Quelles sont les bonnes questions à se poser pour en prendre potentiellement plusieurs? Vu que je l'ai aimé. La bonne question à se poser, moi, c'est des vins qui sont construits pour être bu, non? Mais comme ils sont élevés en barrique, l'élevage en barrique, ça stabilise les vins dans la durée et ça va leur donner l'expression du terroir, c'est-à-dire les arômes tertiaires. L'élevage nous permet d'attendre de conserver les vins, parce que les vins sont stabilisés pour ça. Mais en voyant une bouteille, en la dégustant, qu'est-ce qui va pouvoir me faire me dire que ce vin-là, en fait, je peux le garder longtemps ou pas? La finale, est-ce que ce vin, dans un grand verre,
s'oxyde rapidement? Est-ce qu'il est c'est un vin de début de bouche, de milieu de bouche? Est-ce que la finale se révèle à partir d'un certain temps dans le verre ou pas? Si le vin s'éteint dans le verre, il faut le boire dans les 2-3 ans. Si le vin gagne à l'oxydation, s'ouvre et se révèle, vous pouvez vous dire que c'est un vin qui peut attendre encore quelques années. D'accord. C'est la finale intéressant. qui va vous expliquer, qui va vous préciser si c'est un vin de garde ou pas. S'il se révèle à l'oxygène, vous pouvez le garder. S'il s'éteint, c'est un vin à boire dans les premières années. Si comme moi, vous êtes un peu novice et que vous galérez un petit peu à trouver vos bouteilles et comprendre un petit peu tout ça, et que vous n'avez pas la chance d'avoir un papounet comme moi qui est expert dans le domaine, nous, on a créé ensemble, du coup, avec mon père, une formation qui s'appelle l'art de trouver sa bouteille. Vous avez juste à cliquer le lien en dessous pour devenir en fait quelqu'un qui va maîtriser toutes ces notions et trouver presque comme un expert ses bouteilles à coup sûr et ne plus être frustré par ses choix. Merci à vous et à bientôt sur le secret des bouteilles. Et surtout, arrêtez de boire de la piquette.